C'est la fin de l'année, c'est même déjà la nouvelle année en Australie, on l'a vu. L'heure du bilan pour beaucoup. Christian Grattalou dresse, lui, celui de l'histoire de l'humanité, vue du 21e siècle dans un atlas exceptionnel, l'Atlas historique mondial, fruit de la collaboration entre les éditions des Arènes et la revue de l'Histoire, célèbre revue consacrée à cette discipline. Bonsoir Christian Grattalou. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de la géohistoire. Alors quand on voit le titre Atlas historique mondial, on imagine une série de grandes cartes avec des batailles, l'avancée d'armées, la mutation des frontières. On pourrait presque dire il n'en est rien. En quoi est-il différent des autres atlas plus classiques ? D'abord, il y a beaucoup de cartes, il y en a plus de 500, et donc vous trouvez les batailles, les avancées des armées et les changements des frontières, vous les trouverez, en particulier pour les deux grands conflits du XXe siècle. Mais vous trouverez aussi les épidémies, vous trouverez des circuits économiques, vous trouverez des migrations de population qui font tout autant l'histoire que les conflits. Donc on a voulu mettre en scène, puisqu'un atlas, autrefois les atlas s'appelaient des théâtres du monde. Théâtre du monde. Voilà, donc c'est mettre l'histoire en scène. On a voulu mettre en scène cette histoire depuis le Paléolithique jusqu'à demain. Vous dites mettre en scène, c'est vrai qu'il y a une interactivité entre les différentes régions du globe. C'est un atlas du monde qui compte. En quoi offre-t-il un nouveau regard justement sur l'histoire de l'humanité ? Alors d'abord, fondamentalement, il n'est plus tout à fait eurocentré. C'est-à-dire que tous les atlas, y compris celui qui l'a précédé il y a 40 ans, qui était l'atlas dirigé par Georges Duby, privilégiait l'histoire centrée sur l'Europe. Alors c'est vrai qu'entre le XVIe et le XXe siècle, l'Europe est un acteur essentiel, on ne peut pas le nier. Donc nous sommes seuls. Donc justement, nous n'étions pas seuls. Et par exemple, un des points essentiels, c'est que tout au début, dès la deuxième partie, on a voulu placer et cartographier, ce qui était nouveau, les peuples qu'on appelait autrefois sans histoire. Par exemple, les Inuits, les Polynésiens. Donc des peuples qui ont joué un très grand rôle. Pensez que les Polynésiens ont colonisé tout le Pacifique, ont été aussi jusqu'à Madagascar, c'est-à-dire les 2 tiers de la surface de la Terre, les plus grands navigateurs avant ce qu'on appelle les grandes découvertes en Europe. Pourquoi il y a eu ce sentiment, les Européens sont seuls ? Disons qu'ils étaient seuls, ils savaient bien qu'il y en avait d'autres, ils les avaient colonisés. Mais pourquoi il y avait cette vision Ils pensaient qu'ils étaient en avance et que les autres étaient comme eux, mais en retard. C'était ce qu'on appelait d'ailleurs les pays sous-développés, pas les contraires des pays développés. C'était une vision qu'on a conservée jusqu'aux années 70, celle du progrès, celle d'un monde qui tendait vers, alors que ce soit le grand soir soviétique ou que ce soit le progrès économique libéral, c'était la même chose, on progressait. Et puis on a découvert, avec des chocs pétroliers, avec des crises, qu'on n'était pas seul et le monde est devenu multipolaire. En 1980, on situe cette prise de conscience ? Oui, je le daterai de 80, c'est le moment où le mot mondialisation apparaît, passe dans les dictionnaires, apparaît comme quelque chose d'évident. On se rend compte que le monde est plus divers et plus complexe que cette vision très linéaire qu'on avait jusque-là. Et aujourd'hui, on sait qu'il est multipolaire, que l'Europe est un pôle parmi d'autres dans le monde qui vient. Les États-Unis sont en train de découvrir qu'ils sont un pôle parmi d'autres. C'est pas sans mal. Donc, vous avez effectivement une vision qui nécessite des cartes différentes et non plus la carte centrée sur le méridien de Greenwich. 515 cartes au total. Tiens, on va peut-être en commenter une. Ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous sans doute à l'école, puisqu'on entendait souvent parler des Mérovingiens, le royaume mérovingien. On est au 7e siècle en France. À quoi ressemblait-elle à cette époque, la France ? Il n'y avait pas de France. Les Mérovingiens étaient rois des Francs. Le territoire actuel. Quand ils avaient le titre de roi. Donc, il s'agissait des Francs et on ne peut pas... Ils deviennent rois de France qu'à la fin du XIIe et au XIIIe siècle. Mais là, en fait, c'est intéressant de mêler à la fois la carte, l'aspect géographique et l'aspect historique. Voilà, parce que justement, on est dans un ensemble où des possibles peuvent exister différemment. On pense que l'histoire était un peu inévitable, et c'est vrai que pour la France en particulier, il est difficile de ne pas avoir le roman national en tête, même quand on veut s'en échapper. Donc les Mérovingiens, au fond, c'est un peu nous il y a longtemps. Mais non, c'est tout autre chose, qui sont parmi nos héritages, c'est vrai, mais qui ne sont pas encore la France. Alors c'est fascinant, c'est une véritable machine à remonter le temps, en quelque sorte. Cet atlas, ça part de Sapiens, on va le voir tout à l'heure, jusqu'au réchauffement climatique. Comment avez-vous procédé ? Rappelons que
Malgré tout votre talent, vous n'êtes pas seul, il y a toute une équipe autour de vous. Comment avez-vous fait? Vous faites bien de le rappeler, parce qu'un atlas, c'est pas possible de faire un atlas tout seul. Comment vous procédez? D'abord, il y a la revue L'Histoire. Ça, c'est l'essentiel, parce que l'essentiel, la plupart des cartes ont été d'abord publiées dans l'Histoire. Revue née en 1978. Voilà, donc il y a 40 ans de cartographie, essentiellement sous la forme électronique actuelle, il y a une bonne vingtaine d'années, avec la même équipe. On a ensuite sélectionné donc une partie de ces cartes, et on a bouché les trous, parce qu'il y en avait. Il y avait des choses qui n'ont pas été prises en compte. Et puis, on a aussi repris graphiquement toutes les cartes avec la même charte graphique pour qu'elles soient homogènes. Et notre choix a été double et peut-être un peu contradictoire. C'est-à-dire de faire un livre. Et non pas ce que sont d'habitude les atlas. J'écarte les bras parce que c'est des grandes choses. Mais de faire un livre souple avec un signet qui soit un vrai livre qu'on ait envie de feuilleter. Ça, c'était le premier choix. Le deuxième, c'est de privilégier les cartes. C'est-à-dire le texte est très très restreint, le plus possible, le minimum pour qu'on puisse avoir quelques compréhensions, mais l'image prend toute la place. Et comme il y a une pliure dans une carte, et qu'on pensait, entre autres aux enseignants, mais à toute personne qui veut voir la carte en grand, eh bien, on peut accéder par un petit numéro qui est sur chaque carte, sur le site de la revue L'Histoire, à la carte en PDF, et qu'on peut agrandir et voir comme on veut. Donc quand vous achetez l'Atlas, vous l'avez en version électronique aussi. Et c'est un condensé d'informations, c'est impressionnant, à chaque page, à chaque carte. Prenons l'Afrique, on va prendre ce continent. Afrique depuis 1990. D'abord, peut-être, pourquoi cette date ? Alors, on a, de toute façon, 90, c'est une date mondiale à cause de la fin de l'Union soviétique, de la guerre froide. On a des changements essentiels qui amorcent notre monde actuel. On voit la carte. Mais, voilà. Ici, on a tenu à faire effectivement une histoire africaine qui soit très importante parce que très souvent, c'est un angle mort où qui n'existe que colonisé. Donc on a l'Afrique depuis très longtemps, sachant que l'Afrique, en tant que découpage, en tant qu'image, en tant qu'icône qui est la carte, c'est une invention des Européens. On aurait pu découper autrement, on aurait pu faire autrement, et ça, on a tenu à le présenter. Et d'autre part, c'est un lieu où n'existent pas des États comme était l'Europe, mais d'autres formes de sociétés, où la limite, le tracé linéaire n'est ce qui ne correspond pas. Il y a quelques pages avant celle-ci, une double page où vous avez l'Afrique début 19e et l'Afrique fin 19e. Et fin 19e, après le partage de Berlin, c'est des lignes droites que les Européens ont tracées sur la carte. Ce qui n'était pas le cas avant. Et avant, vous avez des sociétés aux limites plus floues, plus interpénétrées, qui ne correspondent pas exactement à ce que nous, on appelle des États-nations. Alors, on a le sentiment aussi que, de manière générale, on a tendance, dans nos sociétés, à l'aube de 2020, à négliger, en fait, les cartes. Est-ce votre sentiment? Et qu'est-ce qu'elles apportent? En quoi la jonction entre la géographie et l'histoire est-elle d'une puissance très forte? En France, on a une chance, c'est que l'histoire et la géographie forment un couple, parce qu'on est une société à identité territoriale. Je le dis vite, mais... Donc, on a l'habitude de voir des cartes en histoire. Pas assez. On devrait fondamentalement fusionner tout ça et voir l'histoire uniquement, pas uniquement, mais fondamentalement à partir de cartes. Cela dit, le géographe que je suis peut vous dire qu'il faut parfois faire violence aux historiens pour qu'ils fassent des cartes, pour qu'ils nous donnent les éléments pour faire les cartes, parce qu'ils n'ont pas une information complète. Or, quand on laisse un blanc sur la carte, pour reprendre une expression célèbre, c'est une information, c'est quelque chose. Donc, il faut effectivement constamment penser le monde par les cartes. Or, aujourd'hui, des cartes, il y en a partout. Vous en montrez constamment à la télévision. On en a dans nos smartphones. Enfin, il y a des cartes. Elles illustrent aussi les journaux télévisés. On va peut-être voir celle sur la Syrie notamment, puisque ça va parler à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Expliquer le conflit syrien aujourd'hui, c'est impossible si on ne voit pas cette carte. Bien sûr. Et c'est un défi cartographique par ailleurs, parce que c'est pas du tout évident de pouvoir montrer des limites qui sont mouvantes, qui sont incertaines, qui bougent tout le temps. Donc effectivement, on a tenu à ce que Daesh soit présenté, alors que c'est justement une structure géographique qui ne correspond pas à nos traditions cartographiques, c'est-à-dire de faire une ligne et de la remplir avec un coloriage. Donc effectivement, on a des cartes partout, mais on ne les regarde pas forcément, et surtout, on se fait un peu avoir par les cartes. Il y a toute carte à presque, j'aime bien parler de messages subliminales, en particulier dans les planisphères, parce qu'ils nous disent des choses sur ce qu'on appelle le fond de carte, et on regarde ce qui est mis sur le fond de carte. Mais en fait, la carte elle-même, par sa mise en scène, par le fait qu'est-ce qui est au centre, est-ce que ce sont sur les bords, le cadrage. Et un des points auxquels on avait insisté pour cet atlas, c'est de cadrer large.
C'est-à-dire, lorsqu'on montre un empire iranien, on voit les Turcs. Ça n'a pas de sens si on l'isole et si on fait un zoom. Il ne faut pas isoler, il ne faut pas décolorer tout autour et mettre en évidence. Au contraire, il faut contextualiser. Outil à la fois ludique, pédagogique. Alors l'avant-dernière carte, on va la voir à l'écran de cet atlas, c'est la fonte de la banquise au pôle Nord. Alors racontez-nous, hein, on va voir cette image. Là, on est plus dans la prospective, on pourrait dire, malheureusement, pour le pire, en tout cas en 2070, racontez-nous Alors la dernière double page montre les deux pôles. Il y a une certaine logique simple, c'est que ce sont les derniers bouts du monde. C'est-à-dire là où justement l'anthropisation, l'intervention des hommes arrive en dernier. Et c'est là où les dégâts sont les plus brutaux, d'ailleurs, de ce fait. La double page précédente était sur, les deux doubles pages précédentes sur le réchauffement climatique, en gros. Et juste avant, il y avait une double page sur les murs. Et ça, c'était quelque chose qui me semblait extrêmement important, de montrer qu'on est à la fois dans un monde cloisonné, entre des sociétés qui sont fractionnées, qui arrivent des murs, donc des souverainismes pour aller vite, et puis le problème collectif, qui est celui de toute l'humanité, qui est celui de notre planète mise à mal. Donc c'était évidemment l'image finale qui contrebalance ce qu'il y avait tout au début, diffusion de l'humanité sur la Terre, et donc fractionnement en une multitude de sociétés. Pour 2070, il y a même une nouvelle route maritime qui pourra passer par le pôle Nord géographique. On a vu la carte. On étudie déjà avec des brise-glaces cette... D'abord, oui, il y a les Russes en particulier ont des intentions très très nettes, mais les Canadiens également. Et donc les enjeux sont de propriété des eaux, de savoir quels États vont pouvoir s'approprier, ce qui est une petite mer fermée. Une petite mer fermée, ça part de Sapiens, on l'a dit, on le voit, le réchauffement climatique. Pourrait-on dire que c'est une histoire de l'humanité avec un début, notamment, et une fin, peut-être, mais... J'espère que non. En tout cas, pas si proche qu'on puisse la cartographier de maintenant. Le début lui-même est très très progressif, très lent. Donc c'est bien avant Cro-Magnon. Donc de ce fait, on peut espérer que la fin soit tout aussi lente et progressive en transformation. Il y a plein d'espoir dans cet atlas. Beaucoup d'espoir dans cet atlas historique mondial. C'est aux éditions Les Arènes, donc, avec la célèbre revue L'Histoire, un ouvrage très beau et fascinant à la fois sur le fond et sur la forme. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, Christian Grattalou. Merci.